poursuivons donc la discussion générale avec Madame Brigitte Kuster pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. D'entrée, deux questions très simples se posent à nous concernant ce texte sur la lutte contre la manipulation de l'information. D'abord, faut-il légiférer? Et si tel est le cas, sommes-nous absolument certains que les bénéfices de la loi dépassent de loin les dérives qu'elle est susceptible d'occasionner? Par dérive, je veux parler d'atteinte à la liberté d'expression ou à celle de commercer, rien de moins. À cette question, je réponds oui. Oui, parce que l'actualité a démontré que nos démocraties sont de véritables colosses au pied d'argile face aux entreprises de désinformation massive. Oui, parce que les technologies à l'œuvre rendent notre arsenal juridique inefficace quand il n'est pas tout simplement inopérant. Oui, parce que ce texte a pour objectif d'empêcher l'insécurité d'un scrutin national. La manipulation de l'information, terme ô combien plus approprié que celle de fausse information pour intituler ce texte, excède de loin le cadre plus conventionnel de la diffamation ou de l'injure publique auquel nous sommes mieux habitués. Car en réalité, il est moins question ici de l'auteur de la fausse information que de celui qui la diffuse et la propage. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut en priorité légiférer pour encadrer les pratiques commerciales des plateformes. Et j'insiste sur ce terme, commercial. Ce qui est d'abord en cause, et c'est là que se noue le malentendu autour de ce texte, comme nous l'avons constaté tout à l'heure, ce n'est pas l'information stricto sensu, mais c'est ce qui se fait passer pour de l'information. Et c'est donc évidemment tout autre chose. Ce qui est en jeu ici, c'est la capacité des citoyens à distinguer ce qui relève d'une véritable information et ce qui relève d'un contenu d'information promotionnel. Ce qui est en jeu, c'est que le travail d'un journaliste ne se situe plus sur le même plan que celui d'un opérateur dont l'objectif n'est pas d'informer, mais de convaincre par des biais qui ne sont pas transparents. La loi doit-elle interdire les contenus d'information sponsorisés? Non. Et il n'en a d'ailleurs jamais été question. Mais doit-elle obliger les plateformes à dévoiler l'identité de ceux qui les payent pour diffuser ces contenus? C'est évident. Au fond, ce qui se joue ici, ce n'est pas la censure de l'information. Et rien ne serait d'ailleurs plus terrible dans le pays d'Albert Londres, Joseph Kessel et Émile Zola. Mais l'information juste et loyale des citoyens pendant la période très spécifique des élections nationales. Ceci étant dit, et ne perdant jamais de vue que l'enfer est pavé de bonnes intentions, les vraies difficultés ne font donc que commencer. La première et principale d'entre elles réside dans la tentative de définir la notion de fausse information. Non seulement il est inquiétant, pour ne pas dire plus, que le Parlement, évidemment, s'érige en censeur de ce qui est vrai ou ne l'est pas. Mais c'est parfaitement inutile et même contre-productif au regard des buts que vous poursuivez. En quoi cette définition, et notamment les notions d'éléments vérifiables et de vraisemblance, renforce-t-il la capacité du juge à sanctionner un manquement aux obligations de transparence ou de constater le caractère massif, artificiel et de mauvaise foi de la diffusion d'une information manipulée? En rien, absolument en rien. À l'inverse, une interprétation extensive de cette définition constitue à coup sûr une menace contre la liberté d'expression. Dès lors, à quoi bon persister dans cette voie qui dénature manifestement l'intention initiale de ce texte? Ma deuxième inquiétude concerne le rôle du CSA, véritable cheville ouvrière de la réforme. Des évolutions intéressantes ont été apportées en commission, notamment s'agissant de son pouvoir de recommandation. Mais l'essentiel est ailleurs. Le CSA se voit confier des pouvoirs importants à l'égard des opérateurs sous l'influence d'un État étranger. Et qui dit pouvoir fort, dit cadre juridique strict. Et force est de constater qu'en l'état actuel, le texte expose le CSA à d'importantes difficultés d'interprétation, il faut le souligner.
Je pense notamment à la notion d'altération de la sincérité du scrutin, qui non seulement est extrêmement difficile à prouver, mais qui ne relève en rien de ses compétences. Ce type de fragilité juridique est susceptible de rendre le contrôle inopérant. Pour conclure, je dirais que mon inquiétude porte moins sur le risque d'atteinte à la liberté d'expression, rappelé sur de nombreux rangs au sein de cet hémicycle, qu'une lecture attentive de la loi permettrait largement de dissiper, que sur plutôt sa véritable efficacité. Mais face à un phénomène massif qui pose à la démocratie un vrai défi, donc par définition qui nous pose à nous, élus de la nation, un défi, et ce n'est rien, nous n'en sommes d'ailleurs qu'à ses débuts, je suis convaincue qu'il nous faut apporter une réponse forte. Cette proposition de loi n'est sans doute pas la panacée, ni l'alpha ni l'oméga, mais elle est une tentative, plus ou moins habile, de combattre la propagation de la désinformation. En tout cas, une tentative que je ne peux, pour ma part, à titre personnel, balayer d'un revers de la main. Je vous remercie.